Vous écoutez Expérienceur, le podcast qui déconstruit les idées reçues sur les phénomènes hors normes tels que les sorties de corps, la clairaudience, la télépathie, les prémonitions, les contacts avec les défunts, etc. etc. Expérienceur, une porte d'entrée dans le monde invisible vécu de l'intérieur. Bien, bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, nous accueillons Sarah qui a vécu une expérience d'émergence spirituelle spontanée à l'âge de 25 ans. Expérience qui va changer littéralement sa vie puisqu'elle va quitter son poste d'ingénieur, à l'époque chef de projet dans l'environnement, pour prendre soin de l'écologie de l'âme quelques années plus tard. Une quête identitaire du qui suis-je ou encore qu'est-ce que je fais là, qui a débuté dans l'enfance et qui sera marquée par de nombreux phénomènes d'état de conscience modifiés comme des sorties de corps, des perceptions extrasensorielles telles que des visions, mais aussi la capacité de communiquer avec des défunts, avec des personnes dans le coma, des animaux, etc. etc. Et tu as également participé à l'étude de contact avec l'invisible de l'Institut suisse des sciences noétiques avec Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier. Voilà petite Bonjour Audrey, présentation. Bonjour merci pour cette Sarah. présentation. Et Merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. c'est un plaisir pour moi aussi de pouvoir te rencontrer et de passer ce moment-là. Déjà, merci vraiment sincèrement parce que de te prêter à ce jeu de cette interview parce qu'on va aborder ici le long chemin d'intégration qu'il t'a fallu, hein, presque une dizaine d'années, pour accepter, pour comprendre pourquoi tu as traversé tous ces phénomènes plutôt étranges, en passant par ce que certains appellent la nuit noire de l'âme, de nombreuses peurs aussi, peut-être initiatiques, tu nous diras, de perdre la raison aussi parfois. Donc, merci vraiment de ta confiance déjà et puis d'être avec nous. Merci beaucoup. Et pour commencer, est-ce que tu peux déjà simplement nous partager cette expérience d'émergence spirituelle parce que il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est, hein, donc voilà. Oui, avec plaisir. Et en même temps, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule forme, voilà, d'émergence spirituelle. C'est tellement multiforme et en fonction des histoires de chacun et de nos capacités à chacun. Mais effectivement, je veux bien partager celle que moi j'ai vécue, qui n'a pas vocation à faire vérité absolue, mais simplement à être ma propre expérience et peut-être, voilà, par la suite les enseignements que j'ai pu en tirer. Euh, Ça a commencé, c'est difficile de trouver un point de départ, mais c'est vrai que, on va dire que le terrain de base, c'était quand même une fragilité émotionnelle, euh, un repli sur soi, identitaire. Mes meilleurs amis, c'était les animaux, la nature, les livres, beaucoup les livres. Donc, voilà, que des moyens aussi, hein, de s'isoler de l'humanité et de trouver refuge quelque part où on n'est pas jugé et où on peut se sentir accepté tel qu'on est. Donc, il y a vraiment une fuite de la matière qui est déjà là, qui, je pense, est quand même quelque chose de favorable à une désincarnation, au fait que le spirituel, mais je voudrais pas réduire ça à la spiritualité, c'est vraiment les perceptions, le fait de voir l'invisible peut s'engouffrer peut-être plus facilement quand il y a un moins bon ancrage au départ. En tout cas, effectivement, c'est peut-être ce que je dis depuis qui je suis maintenant. Donc ça, c'est le point de départ, c'est que je pense que il y a eu une accumulation en quelques années d'épreuves, de chocs émotionnels dans ma vie, et ça a fragilisé quelque chose qui était déjà pas très stable. Et puis euh, il y a il y a comme plusieurs étapes, mais on va dire que la plus intense, c'était en 2017. À ce moment-là, je viens d'enchaîner plusieurs expériences très intenses. Vipassana en 2016. Je me suis formée au Reiki dans la foulée. Et ensuite, j'ai aussi fait une expérience de respiration holotropique. Tout ça voilà, en quelques mois. C'est un petit peu comme si j'avais secoué la boule à neige un peu trop fort. Et je pense que voilà, les bords ont fissuré. Et puis, jusqu'à
ce fameux soir qui pour moi est le point d'orgue de cette émergence, puisque voilà, j'essaye de condenser mon expérience pour parler surtout de cette expérience-là, même si évidemment toute expérience survient à partir d'une multitude de faits qui ont conduit à ça. Mais voilà, j'étais en plein bilan de compétences. J'étais une jeune ingénieure un peu paumée qui avait tout quitté déjà depuis 2, 3 ans et qui avait monté son entreprise, qui essayait tant bien que mal de se dire qu'il y a une autre voie un peu plus épanouissante que celle du mode de vie standard dans lequel je me sentais enfermée. Euh, et puis, un peu perdue par tout ça, par ces nouvelles expériences, par ces sujets auxquels je m'ouvrais aussi petit à petit, ces lectures. Je me suis retrouvée en bilan de compétences et ma conseillère m'a proposé d'aller consulter le site internet d'une thérapeute qui lui faisait penser à moi. Parce qu'elle était aussi, elle animait des ateliers d'écriture, ce que j'avais commencé à faire. Elle avait une sensibilité pour tout ce qui était sciences humaines. Elle avait quelque chose de très intense. Euh, elle me propose ça. Et donc, moi, en mauvaise élève, c'est-à-dire que je prépare toujours ce que j'ai à faire la veille pour le lendemain. Et donc, la veille de ce rendez-vous, je suis devant mon ordinateur à ouvrir ce lien en me disant, mince, mince, j'ai pas fait mes petits devoirs. Et en fait, je n'étais pas au courant que dans l'intervalle, depuis qu'elle m'avait informé depuis qu'elle m'avait proposé d'aller voir cette personne, elle était décédée, cette fameuse personne. Et du coup, au moment d'ouvrir le site internet, au lieu d'avoir la page d'accueil, il y avait la photo de cette personne qui avait été mise par-dessus et un mot de sa famille qui disait Hélène vient de nous quitter brutalement à 42 ans d'une rupture d'anévrisme. Donc tout le monde est sous le choc, etc. Et donc moi, à ce moment-là, mon bras devient tout froid, mon bras qui est posé sur le bloc-notes à côté de l'ordinateur devient tout dur, tout froid, presque douloureux. Et en fait, je perds le contrôle de ma main, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je n'avais jamais vécu ça. Et je vois ma main commencer à écrire, mais avec beaucoup de maladresse, avec les doigts très crispés et avec une écriture qui n'est pas la mienne, comme un enfant qui apprendrait à écrire. Et voilà. Et là, s'affichent des phrases, des mots. Qui êtes-vous? Comment faites-vous ça? On va dire que c'est le point de départ de quelque chose d'énorme où j'ai entendu parler de personnes qui communiquent avec l'invisible. J'ai commencé à me dire que c'était possible, même si moi, j'en faisais pas l'expérience. Mais là, il se trouve que j'avais pas prévu que ça m'arrive à moi. Donc, à ce moment-là, je suis pas du tout en train de réfléchir à tout ça. J'ai très mal au bras. Je panique littéralement, vraiment. Ça dure bien 45 minutes. Donc, je réponds à haute voix et elle écrit, en fait. Donc, je lui demande qui elle est. C'est là qu'elle écrit son nom, Hélène, et son nom de famille qui correspond à la personne sur laquelle j'étais du site. Et très vite, c'est un peu une injonction, il faut que je parle à sa famille. Et je comprends qu'en fait, elle vient seulement de se désincorporer et que elle, son urgence, c'est de passer un message à sa famille. Donc moi, il faut que j'intègre que les morts sont pas vraiment morts, que en plus j'ai un rôle là-dedans, que je dois retrouver sa famille. Tout ça est beaucoup trop d'un coup pour moi. Donc, on va au bout de cet échange et au moment où elle s'en va, il y a quand même un relâchement du bras. Sauf que je ressens énormément de présence dans la pièce parce que j'ai comme l'impression, alors l'expression que j'utilise, c'est comme si on a décapsulé quelque chose. D'un coup, je suis plus toute seule et il y a beaucoup d'autres présences qui sont pas forcément bienveillantes, qui essayent de s'engouffrer dans la brèche, quoi. Et donc, l'énergie de la pièce devient électrique. Il y a des ampoules qui grésillent, qui bougent en termes d'intensité lumineuse. Je me dis, est-ce que tout ça est dans ma tête? Est-ce que je suis en train d'halluciner? Voilà, c'est le première étape qui, on va dire, me fait basculer dans autre chose. Sauf que sur le moment, je rationalise encore énormément, hein. Je viens de cet univers cartésien, rationnel, et je me dis, bon, c'est une anomalie, c'est arrivé une fois, mais voilà, ça n'arrivera plus. Et bien sûr que non, en fait, hein, après, il y en a eu beaucoup d'autres et ça s'en est suivi. Alors, bon, pour aller au bout de l'histoire avec Hélène, bah, grâce à ma conseillère en bilan de compétences, nous sommes remontés jusqu'à sa famille. Nous lui avons partagé les écrits que j'ai recopiés dans un mail et
il se trouve qu'il y avait des informations qui permettaient d'identifier que c'était vraiment elle, notamment un bijou, voilà, quelque chose qui était caché sous les vêtements en général, que personne ne pouvait connaître l'existence, qui a permis que je sois crédible parce que ce sont également des gens qui n'avaient pas forcément, voilà, l'ouverture et en plus dans le choc du départ, Bah, c'est clair. c'était une situation très délicate. Et il se trouve que j'ai rencontré son mari et que lui, il a voulu essayer de parler à sa femme par mon intermédiaire pendant des mois, en fait. Et je comprends, évidemment, c'est un petit peu humain d'avoir cette envie de faire ça. Et en même temps, moi, j'avais aucune expérience d'accompagnement thérapeutique, donc j'essayais de bien faire, mais je pense aussi que j'ai été très maladroite à ce moment-là et que je n'ai pas forcément permis les meilleures conditions de deuil pour chacun, mais c'était pas non plus mon rôle. Moi, je faisais ce que je pouvais avec ce qui m'arrivait. Et puis, euh, cette Hélène, en fait, une fois que qu'on a réussi à trouver un équilibre avec son ex-mari, parce que voilà, enfin son mari, je sais pas comment le dire, ex, juste parce qu'elle est décédée. Désolée, j'ai pas les bons termes. Euh, En fait, Hélène est devenue ma guide spirituelle et si elle n'avait pas été là, je ne sais pas comment j'aurais traversé les 9 mois qui ont suivi parce que moi, l'expérience a duré 9 mois. Et 9 mois, c'est long en fait. J'entends beaucoup de témoignages de gens qui vivent ça quelques heures, quelques semaines et j'en entends peu dans la longueur comme ça. Et vraiment, sa présence a été comme pour toi, là, cette petite voix bienveillante qui est toujours là et qui était un phare dans la nuit et qui me permettait de pas basculer dans quelque chose de vraiment horrible ou de découragement, de pas y arriver. J'avais vraiment l'impression que j'allais me livrer à un hôpital psychiatrique comme on se livre en prison, comme on se dénonce en fait. C'était enfermez-moi parce que moi, je sais plus qui je suis, je sais plus ce qui se passe. Donc voilà, le point de départ c'est là et après bah il y a eu une espèce de continuité et en même temps je le dis aujourd'hui mais dans ce moment-là c'était le chaos total si vraiment je me mets dans l'expérience c'était de l'hyper-présence, de l'hyper-perception permanente. Tout ce sur quoi je posais mon regard se mettait à me parler avec une voix dans ma tête ou bien à me faire des images, des films, au début les yeux fermés, après les yeux ouverts, qui se superposaient à la réalité. Euh, mais quand je dis tout, c'est-à-dire que même une chaise pouvait me parler. Une fois, le yaourt à la brebis m'a parlé. Et en fait, enfin, c'était pour moi quelque chose de complètement absurde. Mais maintenant, je sais que tout est énergie, donc voilà, potentiellement tout est conscience et tout peut avoir un message. Mais à ce moment-là, ça n'avait aucun sens. Donc voilà, les végétaux, les animaux, les lieux. Alors c'était très difficile. Moi, je faisais juste mes courses et je rentrais chez moi. L'interaction, même passer à côté des personnes, devenait des fois intolérable parce que je ressentais leurs émotions, je captais les défunts qui tournaient autour d'eux. Euh, et puis, dans mon immeuble, parfois, j'entendais tous les gens penser en même temps au sein de mon immeuble. Et ça, c'est un truc à vraiment devenir fou. Et je trouve, voilà, on est tous imprégnés d'images un peu catastrophiques, que ce soit dans l'inconscient collectif ou dans les films qu'on voit, où il y a toujours quelqu'un qui se met à hurler, à devenir fou, etc., et qui est complètement après exclu et inapte à vivre en société. Et je crois que ça nourrit les peurs en nous aussi beaucoup. Donc ça a été une phase longue et sans trop d'issue à ce moment-là, avec l'impression à la fois que je suis choisie par quelque chose, j'ai pas eu mon mot à dire, quelqu'un au-dessus de moi a décapsulé quelque chose et d'un coup ça m'arrive, avec un profond désespoir à la fois, comme si ma vie est foutue, tout ce que j'ai prévu n'aura pas lieu du coup. Je me dis, bah alors c'est pas du tout le chemin que j'avais prévu, va falloir réinventer le chemin. Et en même temps, cette fragilité, elle fait remonter aussi dans cette nuit noire toutes mes ombres, toutes mes peurs, toutes mes blessures. Et donc, c'est à la fois le cadeau et la crise profonde, quoi. C'est clair, c'est Donc, clair. Et oui. comment réagit ton entourage À ce moment-là, je perds, comment dire, je n'ai pas beaucoup d'entourage à ce moment-là, c'est-à-dire que je suis célibataire depuis peu, suite à justement un gros choc émotionnel. Mon conjoint avait une double vie qui a été révélée par un accident de moto très grave, donc ça a été aussi compliqué la suite de ça. Et je vis seule au centre d'Annecy, mes parents n'habitent pas dans cette région.
J'ai bien sûr des amis, mais je me sens plus du tout en phase avec eux. Je me sens pas comprise. Ils sont à des années-lumière de ça. À ce moment-là, je n'ai pas du tout l'entourage de personnes ouvertes à ça. Est-ce que tu as essayé d'en parler? Est-ce que tu as fait Alors, cet essai-là d'essayer de partager ce que tu avais vécu et comment est-ce que tu as réussi et comment ont réagi les gens? ouais. Mais la principale personne à qui je pouvais en parler, c'était ma conseillère en bilan, puisque du coup, elle, je lui ai tout exprimé et elle était très ouverte. Et donc, ça a vraiment été un point fort. Euh, Ça a été d'ailleurs le début d'une énorme amitié, évidemment. Mais ceux qui m'ont le plus parlé à ce moment-là, c'est mes guides, parce que je pense que si cette période a duré aussi longtemps pour moi, si je me suis pas remise dans la vie plus rapidement, c'est parce qu'il y avait cet isolement extrême. Et du coup, effectivement, ce qui a petit à petit commencé à changer la donne, c'était l'existence d'Isnoé, donc que tu as cité tout à l'heure, en lien avec le livre auquel on a toutes les deux participé. Euh, donc, j'avais sur mon bureau deux cartes de visite pendant des mois, la carte d'un psychiatre et la carte d'Isnoé. Et j'hésitais. Et j'avais aussi peur de l'une que l'autre. Et quand j'ai réussi à quand même aller vers l'extérieur, j'ai demandé un rendez-vous. Et ce rendez-vous a vraiment, comme tu le décris aussi, en fait, validé quelque chose, remis en place un référentiel où je n'étais plus l'anomalie, mais je pouvais faire partir d'une autre norme. Et je crois qu'en tant qu'animal social, on a besoin de ça parce que sinon, on contacte des peurs trop intenses de n'être plus du tout fonctionnel. Je me suis retrouvée dans un groupe de parole à Isnoé où des tas de gens venaient témoigner. Et quand j'ai entendu les expériences des autres, je me suis dit, oh là là, mais alors moi, je suis pas si bizarre. Il y avait vraiment de tout. Ça m'a fait penser à ma première expérience en danse des cinq rythmes. C'est une danse un peu intuitive et je suis pas très à l'aise avec le corps. Et puis en fait, quand on est au milieu de gens qui font des trucs bizarres avec leur corps, et ben en fait, du coup, on peut faire ce qu'on veut. Donc il y avait quelque chose de très voilà qui se relâchait enfin. Et effectivement, ça a été une première, un peu comme toucher le fond quand on est dans la piscine et qu'on n'a pas pied. Et là, il a enfin pu toucher quelque chose du doigt de pied là comme ça et me reposer là-dessus. Et puis après, j'ai en fait, grâce à ce bilan de compétences, je me suis lancée dans la psychothérapie transpersonnelle. Et en fait, mon état de 9 mois a chevauché avec mes débuts de formation, ce qui était peut-être pas forcément très recommandé, mais en tout cas, ça m'a vraiment, c'était formidable parce que le Césum à Paris a vraiment permis de m'accueillir là-dedans. Je pouvais être avec mes perceptions. On pouvait même mettre le mot de compétence dessus et je pouvais commencer à envisager d'en faire quelque chose. Donc, ça a été le début d'une réincarnation. C'est ça. Peut-être que tu peux juste dire, enfin moi je sais ce que c'est, mais peut-être juste dire ce que c'est que le césum. Oui, pardon. Alors, je sais centre de sciences humaines, je crois. C'est donc une école de formation à la psychothérapie transpersonnelle et à plein de pratiques qui gravitent autour de cette formation-là, comme la respiration holotropique, mais plein d'autres choses, la symbolique, l'hypnose régressive, etc. Voilà, plein d'enseignants formidables qui ont été des points de repère, voilà, j'ai eu une place, moi qui étais très isolée, j'ai eu une place au sein d'un groupe de personnes. Euh, voilà, et je pouvais parler de mes expériences. Ça pouvait avoir cette place-là. Et ça, c'était énorme. C'est clair, c'est cadeau. C'est Ouais. ça. Et puis quand même, des personnes un peu ponctuelles dans ma vie. Ma maître Reiki, par exemple, la personne qui m'a formée, je suis revenue vers elle pour lui dire tout ce qui m'arrivait. Elle m'a aidée à mettre des limites, à m'expliquer que c'était à moi de décider, que je devais pas me laisser embarquer. Donc, elle m'a aidée à poser un cadre, en fait, autour de ça, ainsi que deux, trois personnes comme ça très spécifiques que j'ai croisées à un moment donné comme des anges qu'on m'envoyait, souvent des énergéticiens qui, en fait, voilà, m'ont vraiment accompagnée sans le savoir. Bien souvent, c'était beaucoup des synchronicités. Et tout ça m'a aidé. Mais quand je dis tout ça m'a aidé, c'était au milieu d'un océan de rien, de questionnement. Et j'ai surtout appris à me tourner vers mes guides, puisque donc après avoir parlé à Hélène, j'ai parlé à des guides spirituels, à des archanges, à toute la tripotée d'entités qu'il peut y avoir de l'autre côté, autant dans le lumineux que dans le sombre.
Et donc, j'ai appris à discerner, un peu comme dans la vraie vie, on apprend à distinguer, tu es Audrey, je suis Sarah. Eh bien, c'était un petit peu la même chose, apprendre à discerner les vibrations, à comprendre, à sélectionner à qui je veux parler, etc. Et puis, de découvrir que c'était infini, qu'il n'y avait jamais de fin à ça, que je pouvais m'adresser à Dieu si je voulais, ou à un collège de guides qui se mettent ensemble et qui peuvent me répondre, mais aussi à l'organe, au foie d'une personne qui est malade, en fait. Donc, c'était assez fabuleux et en même temps très... ça m'a mis à côté des autres encore plus que ce que j'étais. Euh, mais tout ça a concordé à quand même... Et Internet, quand même, je dois le dire. Je dois le dire, j'étais toute seule chez moi, j'avais une connexion Internet et par exemple une chaîne YouTube comme Tistria a vraiment été un phare aussi. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. Donc des gens qui font le même travail que tu fais aujourd'hui, voilà, d'interviewer, de récolter, de mettre la parole en lumière pour ceux qui le souhaitent, sans rien imposer, mais que ça existe quelque part et que ça fasse une petite bouée, une petite lanterne au milieu de la tempête pour certaines personnes. Voilà. Ouais, c'est clair. Je vais juste ah, voilà, prendre le temps en fait de prendre un petit passage qui résume ce que tu viens de dire là et que moi j'ai trouvé qui explique vraiment bien. Donc c'est dans un passage du livre Connexion hein, de Sylvie Détiolaz et Claude Charles Fourier et dedans tu dis rien ne m'avait préparé à ce que l'univers m'invite à passer de l'autre côté. Les fêlures auraient-elles fragilisé l'édifice? Ce que je sais de moi et du monde finit par voler en éclats. Là où mon regard, ma pensée et mon attention se posent, instantanément un message, une voix dans ma tête. Les plantes, humains, animaux, objets, aliments, organes, défunts, guides, archanges, esprits de la nature, etc., etc., tout me parle. Je suis un poste radio qui capte toutes les fréquences en même temps. Je frôle l'épuisement, la folie par moments. Il devient difficile, voire impossible de rester dans un lieu public sans être envahi. Et un peu plus loin, tu mets « Je manque de repères, il n'y a plus de bord, plus rien qui me contienne, j'oublie d'être moi-même. » Oui, je trouve que merci, ça me touche que tu lises ce passage. Oui, bah, moi, il m'a Euh, profondément touchée. Hein, voilà, et c'est vrai que c'est ces expériences qui sont vraiment finalement sur un fil hein, entre la pathologie, la non-pathologie, où oui, on sent qu'on peut basculer on peut d'un basculer. moment à Oui. l'autre, quoi. On est Et comme un funambule et on n'a plus de maîtrise. Et on peut que prier, c'est que clair. se cueillir. Ouais. Et tu vois, cette dernière phrase de j'oublie d'être moi-même, elle est vraiment importante parce que moi, à ce moment-là, j'ai une perte dans la matière tellement forte que tout ce qui a trait à la matière s'en va de ma vie. Donc, je perds du poids, je perds de l'argent et je perds des liens. Et tout ça, c'est ce qui fait qu'on est humain, en fait. Et donc, bien sûr, je le comprends depuis aujourd'hui, mais juste ces signaux-là peuvent être aussi des symptômes qu'on est en train de fuir quelque chose de notre incarnation à ce moment-là. Sûr. Bien sûr, c'est clair. Hein, Et qu'est-ce qui a été le plus dur dans toute cette période, ce tsunami hein, qui a duré 9 mois là? Oui, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, j'ai tellement intégré, processé que j'y vois beaucoup tout ce que ça m'a apporté. Donc, mais ce qui était le plus dur, c'était ça, c'était le avant d'oser aller vers ces personnes, Isnoé, d'oser franchir ce cap de reprendre des études dans un domaine ouvert à la spiritualité et tout ce que ça impliquait pour mon milieu à moi familial, voilà, nourri d'ingénieurs et de hauts cadres, autre chose. Euh, Ce qui m'a le plus manqué, c'est quelqu'un à qui parler, évidemment, si on peut le résumer comme ça avec des mots très simples. Mais pas que à qui parler, être accueilli dans ce que je vivais sans qu'on mette le mot problème, pathologie, puisqu'à ce moment-là, je me méfie énormément de la science, de la médecine normale, ce qui est pas forcément une bonne chose hein, de s'en méfier comme je le faisais. Mais à ce moment-là, je faisais un rejet énorme et j'avais très peur d'un diagnostic qui allait m'enfermer dans quelque chose alors que peut-être quelque chose de très intuitif m'invitait à continuer d'avancer parce que, un peu comme si on était pris dans une tempête, il faut juste continuer à avancer parce que le nuage se termine un jour. Et,
Et si quelqu'un un jour surgit au milieu de mon nuage noir et me dit, voilà, vous êtes, je sais pas, bipolaire, schizophrène, et me laisse là, ben, je vais rester dans ce nuage noir, en fait. J'avais très peur de ça. C'est pas forcément ce qui me serait arrivé, hein. Peut-être que je serais tombée sur des personnes pas du tout dans ce, voilà. Mais c'était ma crainte, ma peur d'être enfermée. Je sais pas d'où ça me vient. Il y a probablement aussi des héritages hein, culturels, enfin, transgénérationnels, etc. Et puis cette peur de la folie, en fait, elle m'a, je sais pas comment dire, elle m'a permis de basculer les codes de ce qui est fou, ce qui est pas fou. Euh, à ce moment-là, c'était dur. Il y avait des nuits où il y avait des objets qui bougeaient dans ma pièce. Moi, j'ai aussi, oui, je n'en ai pas parlé, mais il y a eu beaucoup de, je crois qu'on appelle ça la psychokinésie. En tout, enfin, c'est le terme un petit peu, voilà. Euh, voilà, j'ai eu des stylos qui ont lévité sur ma table de nuit, euh, des choses comme ça, des batteries qui se rechargeaient d'un coup dès que j'étais en contact avec une énergie très haute, ou au contraire des choses voilà, qui se déchargeaient. J'ai même fait fondre les roues d'une valise à roulettes. Euh, alors qu'il faisait 20, il faisait 16 degrés dehors et j'ai roulé 20 mètres et les deux roues ont fondu comme ça dans ma valise. Et moi, à ce moment-là, j'étais très, très, très en colère. Et je suis persuadée que quand on ne se contient plus psychiquement, l'énergie diffuse et elle peut attaquer la matière, entre guillemets, pas attaquer, mais voilà, influencer et impacter la matière. Je l'ai vécu des tas de fois pendant cette période-là. Hmm. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux développer un petit peu ça? Parce que c'est intéressant, tu vois. Enfin, moi, pour l'infirmière psy que je suis, en fait, Oui, ce parallèle-là où finalement, comme tu disais tout à l'heure, tu sentais, quand tu étais chez Hélène, là, devant cet ordinateur, tu sentais les énergies différentes et certaines énergies qui sont plus ou moins positives, plus ou moins négatives, en fait, hein. Donc là, c'est ce que tu expliques avec ces roues qui peuvent voilà, comment toi tu vois ça maintenant? Parce qu'à l'époque, ça fait très peur, j'imagine. oui. Bah, dans ce qui fait très peur, c'est les âmes errantes aussi, des âmes qui voient de la lumière et qui viennent littéralement nous pomper de l'énergie et en fait qui ont juste besoin d'être aimées. Mais à ce moment-là, ça fait plus peur qu'autre chose. Moi, une fois, je me suis retrouvée avec 5 âmes errantes sur moi et je savais pas ce qu'on devait faire pour. Voilà, j'étais allongée au sol, je pouvais, j'avais même plus l'énergie de lever le bras. Et j'ai dû appeler ma maître Reiki. Elle m'a dit, moi toute seule, je peux pas. Elle a dû appeler 2 autres personnes. Elles se sont mis à 3 pour faire partir ces êtres-là. Donc voilà, toutes ces phrases que je dis maintenant, à l'époque, bien sûr, c'était de la science-fiction pour moi, hein. Je comprenais pas du tout ce qui se passait. Mais comment je vois les choses aujourd'hui, je, je- c'est vraiment cette sensation que cette personnalité-là, Sarah, cet ego, en fait, parce que c'est pas un gros mot, l'ego, ça veut dire ce personnage. En fait, il nous protège bien sûr des blessures qu'on a enfouies et qu'on a construites autour d'un personnage pour pas les sentir, mais en fait, il nous crée aussi ce qu'on appelle en psychothérapie un moi-peau, c'est-à-dire une membrane entre moi et l'autre, c'est-à-dire je suis moi, tu es toi. Et en fait, dans ces états de décompensation, quels qu'ils soient, il y a plein de nomenclatures pour, voilà, ça peut prendre plein de formes, mais le point commun, c'est quand même ça, c'est qu'il y a une zone entre les deux, où on est encore un peu la personne et on est un peu plus la personne. Et ça fait comme des trous, de ces trous que ça peut former dans notre enveloppe. Alors, j'ai aucune prétention à dire que c'est ça qui se passe, c'est juste la sensation que j'ai, je peux la décrire avec ces mots-là. Euh, cette enveloppe ne me protège plus, il y a des trous et ces trous me rendent vulnérable, atteignable, et en fait, mon énergie, à ce moment-là, elle est beaucoup vampirisée par d'autres êtres. Donc, à la fois, quand je parle à une certaine énergie très haute, d'un coup, tout remonte. Et dès que c'est en bas, tout descend. Mais enfin, c'est un petit peu la même chose que les gens qui disent cette personne elle est toxique pour moi, cette personne elle est bonne pour moi. Aujourd'hui, je crois plus du tout à tout ça. On en parlera peut-être une autre fois. Aujourd'hui, comme je n'y crois plus, je ne me fais plus vampiriser mon énergie. Mais à ce moment-là, je fais l'expérience de ça et je me sens agressée, je me sens intrusée en permanence. Des fois, j'ai peur d'aller faire pipi dans les toilettes parce que je me dis qu'on est en train de me regarder. J'ai l'impression que j'ai plus d'intimité, que je suis tout le temps, tout le temps. Alors, à la fois, moi qui étais très seule, bah là, je me Ouais, sens c'est plus clair. seule du tout, ça c'est sûr. Mais en même temps, bah, c'est très étrange hein, d'être tout le temps comme ça. Et comme moi, j'ai pas fait énormément de travail sur moi à ce moment-là,
j'ai tout mon filtre de jugement, d'auto-jugement, autocritique qui est encore très présent et qui fait que bah, je projette sur ça la même chose que ce que moi je fais. Donc j'imagine qu'on me juge en train, alors qu'en fait, quand on est dans l'invisible, il n'y a plus de jugement du tout. Ce jugement vient vraiment avec l'humain. Ouais, ouais, Donc voilà, c'est ça vraiment n'est pas très très intéressant parce que confortable. justement, hein, cette phase de d'auto-jugement, finalement, hein, c'est ça aussi qui pourrait faire basculer dans la pathologie. Hein. Tu vois, Oui, finalement, ben oui, oui. l'auto-maltraitance, oui, Le oui, fait qu'on oui, soit dans vraiment. une société qui très matérialiste, qui ne prend pas en compte ces dimensions de l'invisible quand on vit ce genre d'expérience, d'autant plus comme toi, Oui. on vient d'une famille très cartésienne, avec un background derrière Mm. très cartésien, avec une formation, voilà. Oui, bah, il y a tout qui vole en éclats. Ça vole en éclats et puis on se dit où est la limite? C'est comme si à chaque fois il y a un nouveau truc qui se rajoute et à chaque fois je me dis mais en fait c'est bon, on va peut-être s'arrêter, on va peut-être passer à autre chose. Après quand le stylo il se soulève, je me dis bon non mais là il faut que ça s'arrête en fait. C'est comme s'il y a un truc qui surenchérit à chaque fois et on connaît pas la limite. Et effectivement quand il y a plus de bord, il y a plus de limite de toute façon. Et puis les nuits sont compliquées quand même. Tu me demandais ce qui a été difficile parce que la nuit, c'est quand même le moment où on dépose le personnage, tous, même quand on n'a pas de soucis d'incarnation ou d'ancrage, on dépose le personnage et notre âme, elle peut rejoindre des plans. Sauf que là, avec cette énergie chaotique, etc., bah, soit je suis happée par le bas astral, soit je dois m'en aller très loin. À ce moment-là, je fais beaucoup de voyages astro et je me retrouve dans les étoiles, mais vraiment très, très, très loin. Donc, je fais des voyages sublimes. Hein, je peux pas le nier. Je découvre énormément de choses qu'après, je peux débriefer avec ma guide dans les moments de connexion que j'ai avec elle. Par exemple, je vois des bulles autour des gens. Enfin, c'est la nuit. Moi, je pars en voyage et je vois des êtres dans des bulles et autour des bulles, il y a des informations. En fait, elle m'explique que c'est des gens qui sont en train de rêver. Et en fait, c'est fou. En fait, une fois, je me retrouve dans ce qu'on appelle la matrice, je crois. Je sais pas comment l'appeler, mais ça ressemble vraiment au film Matrix, mais c'est pas exactement pareil. Mais ce sont des plans qui se superposent comme ça, en colonne et en ligne. Il y a des chiffres, mais pas que. Il y a des symboles. C'est sur des dimensions à l'infini comme ça. Et en fait, je pense vraiment qu'on n'est pas fait pour aller visiter ces dimensions-là en tant qu'humain. Voilà. Mais en tout cas, je vis toutes ces choses-là et je sais pas quoi en faire. La fin des nuits est toujours épuisante. Je me dis encore une journée où il va falloir survivre avec tout ça. Et à ce moment-là, j'ai pas encore de perspective de qu'est-ce que je vais en faire. J'alterne entre mon ego veut être spécial, j'ai été choisie pour, voilà, je suis l'élu. Je caricature un petit peu, hein, mais je me moque gentiment de ça aujourd'hui. Ouais, bah oui. Il y a quand même cette dimension de qu'est-ce que je fais avec tout ça. Oui. Et tant qu'on n'a pas trouvé ça, on flotte en fait. On flotte vraiment. Donc, heureusement, les expériences, la formation, mais aussi mes enseignements que je reçois en direct en permanence euh, m'aident en fait vraiment à synthétiser, à amener ça quelque part. Et puis, il y aura l'entrée de la communication animale qui va vraiment euh, être aussi une porte de sortie. Tout à l'heure, je t'ai parlé du basculement vers cette porte-là, mais peut-être que la porte de sortie est arrivée par la communication animale, puisque ça fait des mois que je parle avec des défunts, que j'essaye de passer des messages aux gens, que je sais pas comment m'y prendre, que ça me plaît pas plus que ça, en fait. Au début, c'était rigolo, enfin pas rigolo, mais exceptionnel. Et après, ça devient très commun. Ils ont, je trouve qu'ils, alors c'est pas très politiquement correct de dire ça, mais ils ont tous les mêmes messages. Je vais Voilà, il bien. faut continuer la vie. Je vais bien. Et moi, qui est vraiment quand même un gros mental, j'ai souvent besoin d'être très nourrie intellectuellement. Et là, je m'ennuie en fait. Et du coup, bah, je me dis, oh là là, mais même ça suffit pas. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Et là, on m'envoie une vidéo, un extrait très court d'une femme qui parle avec un jaguar, je crois, dans un parc en Afrique du Sud. Et en fait, tout mon corps, enfin, je pleure toutes les larmes de mon corps, je tremble. Mais c'est au-delà de ce que je vois, c'est une réaction corporelle incroyable. Et il y a tout qui me dit, là, ça, c'est une partie du puzzle qui est toi. Et en fait, dans le quart d'heure qui suit, je tape communication animale autour de chez moi et je vais faire un stage de 2 jours à 1 heure de chez moi. Et en fait, quand j'arrive là-bas, au bout de la première demi-journée, la formatrice me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais déjà le faire. Et ça aussi, c'est une validation énorme pour moi
d'un coup, je suis autorisée à être et d'un coup, je renoue non seulement avec qui je suis, mais avec la petite fille qui a toujours fait ça, qui a toujours aimé les animaux, qui leur a toujours parlé intérieurement, comme si on me dit, mais en fait, tout ce que tu sais faire, toute cette navigation spontanée que tu fais dans les fréquences, tu peux la mettre au service du vivant. Et donc là, tout redevient joyeux pour moi parce que je peux être dans la vie avec mes perceptions. Ça va prendre encore du temps, hein, mais là, j'entrevois un chemin. Et donc, c'est un petit peu le début de la sortie de cette grande phase incroyable. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, je crois effectivement que quand on n'a pas, quand on n'a personne avec qui partager son expérience, c'est naturel de remettre en doute ce qui nous arrive. Et voilà, Et c'est une d'où des grandes l'enjeu. souffrances finalement des expérienceurs, hein. Ce qu'on entendait finalement aussi beaucoup quand on allait aux réunions à l'Institut suisse des sciences noétiques, où finalement, Oui. oui, c'est une grande souffrance de ne pas avoir de personnes. Alors on peut partager, et des fois, enfin partager c'est une chose, mais être entendu réellement dans ce qui est vécu, c'est Oui, encore autre chose, hein. C'est vraiment. oui, Et qu'est-ce oui. qui t'a permis, parce que ça c'est une étape aussi, bah, de faire on-off, hein, finalement, hein. Parce que effectivement, comme tu dis, hein, il y a des moments où tu pouvais même plus aller dans un endroit où il y avait du monde parce que c'était insupportable. Donc c'est une Ah, étape. oui. Je me souviens d'une expérience dans une conférence très intéressante sur la com animale, justement, après mon stage, j'avais envie. Et il y avait peut-être 50 personnes, c'est une petite conférence. Et en fait, plus les gens rentraient dans la salle, plus ça montait. Ça rampait sur moi, je sais pas le dire autrement. Et là, j'ai entendu Hélène qui disait, il faut partir vite, maintenant. Et en fait, j'ai pas cherché. Je suis sortie presque comme une voleuse en courant parce que j'avais vraiment l'impression d'un nuage qui me poursuivait. C'était très, voilà. Et Bien c'était sûr, handicapant. Il y a que bien ce sûr, mot-là bien qui me sûr. vient. Ouais. Et tu te souviens de ce qui t'a permis, ouais, Oui, qu'est-ce qu'est-ce qui qui a t'a fait? permis de... Il y a pas eu, ça n'a pas été du jour au lendemain. C'est vraiment, autant ça a été décapsulé du jour au lendemain, autant c'est comme l'entonnoir, il s'est resserré. J'ai cette sensation-là d'un entonnoir ouvert à très grand qui, en revenant vers la vie, en revenant, en me choisissant, c'est vraiment tout emmêlé, hein. Il y a l'expérience d'émergence spirituelle, l'âme et la thérapie personnelle de Sarah dans son histoire, tout ce qui lui arrive. Et tout ça sont des plans différents qui se chevauchent. À ce moment-là, je parle beaucoup de moi à la troisième personne en disant Sarah aime ça, etc. Et ça, c'est aussi hein, une preuve qu'on est très, très loin de soi. Voilà, attention à ça, je trouve. Mais euh, oui, il n'y a pas eu un moment clé. C'est plus je redescends, plus cet entonnoir se resserre. Il ne va pas se refermer. Il ne peut plus se refermer. Mais par contre, il devient plutôt un canal étroit, qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair. C'est-à-dire que c'est comme accoucher, en plus 9 mois, voilà, j'ai comme accouché de quelque chose et puis j'ai surtout accouché de ma propre clarté. Mais cette clarté, elle n'est pas venue d'ailleurs, elle était déjà en moi. Je pense qu'on porte tous en nous des joyaux, des cristaux et qui sont loin à cause de nos choix, de nos conditionnements, etc. Et que soit un trauma, un psychotrauma ou une expérience comme celle-là, bah en fait, il n'y a plus le choix. C'est comme si, comme une incision, une opération, bim, on fait ressortir le cristal et d'un coup, bah, on peut l'utiliser. Alors, on n'a pas les codes, mais on va apprendre. Et pour moi, ça a vraiment été cette lucidité, cette capacité à discerner, à voir les gens tels qu'ils sont. J'ai toujours été très triste depuis toute petite de sentir les masques. J'avais 7 ans, j'écrivais dans un carnet, je comprends pas pourquoi tout le monde joue un rôle. Et du coup, si tout le monde joue un rôle, pourquoi personne m'a expliqué le mien? Je comprends pas. Et ça me donnait l'impression que tout le monde mentait, alors qu'en fait, la plupart des gens n'en avaient pas conscience puisqu'ils se mentaient beaucoup à eux-mêmes. Et, euh, et là, d'un coup, bah, j'ai cette lucidité et je comprends qu'elle peut être mise au service du parcours des gens. Et à ce moment-là, je le dis plus trop comme ça aujourd'hui, mais je commence à accompagner, à donner des conseils ou à faire des soins énergétiques. Et j'utilise beaucoup cette expression. Je dis, je suis une machine à ne pas se mentir à soi-même. Et c'est vraiment ça que j'ai l'impression d'être un scanner. Ouais, ouais. Oui, oui, tout prend forme finalement quand ça commence à prendre sens dans la matière. Oui, pour moi en tout cas, c'est vrai. J'aimerais te dire que voilà, que j'ai
j'ai suivi la thérapie qui va, etc. Bien sûr qu'il y a des gens qui m'ont, et notamment une personne qui est aujourd'hui encore une mentor pour moi et qui m'ouvre la voie, mais qui a vécu la même chose que moi 10 ans avant. Euh, voilà, cette personne a été, mais c'est la première de toutes les thérapies que j'ai pu essayer, soit avant cette expérience, soit après, hein, parce que moi j'ai commencé tôt mon parcours, mais voilà, l'hypnose, le chamanisme, la sophrologie, le FT, je sais pas, je sais, comme tout le monde, j'ai tapé à beaucoup de portes. Il y a un côté un peu tourisme thérapeutique, mais qui prend naissance dans notre envie vraiment que ça change. Et en fait, cette personne, c'est la première qui m'a dit, mais en fait, t'es super loin de toi, il va falloir revenir vers le corps, revenir vers qui tu es vraiment. Et ça a été aussi, voilà, le début d'un retour. Moi, j'habite dans les montagnes maintenant et je fais beaucoup de via ferrata et c'est vraiment là, cette main qui guide, ce fil qu'on ne lâche pas et qui est toujours là. Et voilà, à partir de cette rencontre-là, c'est vrai que j'ai eu ce repère aussi. Donc c'est quand même l'humain qui nous ramène sur Terre. C'est clair, c'est clair. Et c'est pas parce qu'on revient sur Terre qu'on perd. Effectivement, je suis plus aujourd'hui dans cet état d'omniprésence permanent, mais je ne le souhaite pas le revivre personnellement. Je trouve beaucoup plus de joie à vivre ma vie avec mes cinq sens d'humain. Mais par contre, bah, bien sûr, j'ai fondé toute ma pratique sur cette lucidité, sur ces perceptions, etc., que je peux aller solliciter. Je peux laisser un défunt venir pendant un soin, donner un message, mais c'est beaucoup plus cadré qu'avant. Voilà. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est clair et c'est vrai qu'une fois qu'on a justement cet ancrage bien dans la matière, en fait, les Oui, choses ils sont sont plus plus simples. simples. Et plus belles Mm. aussi. Et Oui. plus belles aussi. Et puis effectivement, peut-être tu as envie, voilà, de donner un petit mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a dit là jusqu'à maintenant. Écoute, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si ces mots peuvent un jour atterrir dans les oreilles de personnes qui vivent des choses et qui se pensent plus bon à rien, voilà, ou complètement inaptes à vivre leur projet d'incarnation, bah, et si ça peut redonner de l'espoir, si ça peut permettre d'aller taper aux bonnes portes, moi, c'est tout ce qui me va. Voilà, même une personne, ça aura été utile. Donc, c'est avec cette intention-là que je témoigne aujourd'hui. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est vraiment, je te remercie beaucoup. C'est vraiment l'objectif du podcast, en fait, hein. C'est finalement peut-être d'offrir, de gagner du temps par rapport à ce Oui, qu'on a vécu l'une et l'autre. Et de effectivement pouvoir frapper aux bonnes portes. Et, bah, merci beaucoup, merci, en tout cas. avec Merci à plaisir. toi. Vous écoutiez Expérienceur, un podcast entre science, conscience et spiritualité. Ou comment rendre visible l'invisible.